Et pour parler de l'annonce du président français de la reconnaissance d'un État palestinien en juin prochain, mais également de la situation humanitaire catastrophique dans la bande de Gaza, nous sommes en direct depuis Paris avec Mustapha Tossa, analyste politique et éditorialiste. Bonjour. Bonjour. Alors Emmanuel Macron a annoncé hier que la France pourrait reconnaître un État palestinien en juin à l'occasion d'une conférence qu'elle co-présidera avec l'Arabie Saoudite aux Nations Unies. Alors quelle lecture faites-vous de la déclaration du président français ? Alors ce qu'il faut remarquer, c'est que le président Emmanuel Macron est toujours dans le conditionnel. Et il ne dit pas qu'il va reconnaître l'État palestinien, il dit qu'il pourrait reconnaître, et ce, lors d'une réunion au sommet que lui-même avait concocté avec le leadership saoudien, le prince héritier Mohammed Ben Salman. Lors de la visite d'Emmanuel Macron en Arabie Saoudite, il était question de fixer ce rendez-vous international au sein des Nations Unies pour discuter des modalités de la reconnaissance de l'État palestinien et des modalités de l'option des deux États. Aujourd'hui, Emmanuel Macron se rapproche de plus en plus de cette reconnaissance. Alors, cela intervient après sa visite en Égypte et la réunion au sommet qu'il a tenue avec le président égyptien Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Jordanie Abdallah II. La question, est-ce que Emmanuel Macron se rapproche davantage de cette reconnaissance ? Alors, lui, quand on lui posait la question il y a quelques semaines, quelques mois déjà, pourquoi la France ne franchit-elle pas le pas de la reconnaissance unilatérale de l'État palestinien ? La réponse d'Emmanuel Macron et de la diplomatie française en général, c'est que la France voudrait avoir une vision multilatérale de cette question et voudrait impliquer dans cette reconnaissance l'État d'Israël aussi. Ça ne sert à rien, disait en d'autres termes la diplomatie française, de reconnaître tout seul cet État palestinien si les Israéliens n'adhèrent pas, si les Israéliens ne valident pas et s'ils ne sont pas prêts à donner un coup de main pour la viabilité de cet État palestinien. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps ? Entre-temps, il y a eu la guerre qui ne s'arrête pas, il y a eu les aides humanitaires qui ne rentrent pas, et puis il y a eu les crimes que lui-même a dénoncés de l'armée israélienne à Gaza. Après la rencontre avec Abdel Fattah el-Sisi et le roi de Jordanie, le président Emmanuel Macron se rapproche de plus en plus de cette fameuse reconnaissance française de l'État palestinien. Alors en parallèle, comment est-ce que cette annonce du président français a-t-elle été reçue parmi les milieux politiques et les médias français ? Alors justement, on sait qu'il y a un vrai clivage de la scène politique française à l'égard de ce conflit israélo-palestinien. La société française, les partis politiques français, les médias français sont très divisés entre ceux qui veulent absolument qu'il y ait cette reconnaissance comme une carte, comme un moyen de pression sur le gouvernement Benyamin Netanyahou pour l'obliger à cesser le feu et à entamer une séquence de négociations politiques. Et puis il y a ceux qui ne veulent absolument pas que la France procède ainsi parce que pour eux, reconnaître l'État palestinien dans ces conditions équivaut à faire un cadeau au Hamas, à donner un cadeau, un vrai cadeau politique au Hamas, parce que c'est parce que le Hamas avait attaqué Israël, que Israël avait riposté, que l'État palestinien a été reconnu par la France et éventuellement la communauté internationale. Donc il y a un vrai clivage, il y a une vraie division, une vraie divergence d'opinion entre cette démarche que propose Emmanuel Macron pour juin prochain. Alors, une des autres déclarations ou positions exprimées par le président français, c'est celle qu'a apporté Emmanuel Macron au Caire à son soutien au plan arabe pour Gaza, un plan qui s'oppose fermement au déplacement de populations palestiniennes. Qu'en pensez-vous ? Oui, c'est vrai que le principal titre politique et diplomatique de la visite de Emmanuel Macron au Caire, c'était d'apporter un soutien solide, ferme à la démarche égyptienne, au plan égyptien qui a été discuté récemment lors du sommet arabe en Égypte, au Caire, et qui a bénéficié du soutien de l'ensemble des pays arabes. Ce plan égyptien équivaut, avait pour ambition d'être une alternative à l'idée jugée jusqu'à présent saugrenue
par les Européens et par Emmanuel Macron, celle que avait exprimée Donald Trump, à savoir il va prendre possession de cette bande de Gaza et la transformer en French Riviera. Et Emmanuel Macron a toujours dénoncé cette vision immobilière de la diplomatie américaine. Alors jusqu'à présent, franchement, on ne sait pas si Donald Trump est très sérieux dans sa vision immobilière de Gaza, ou bien c'est juste une manière pour lui d'augmenter la pression sur les partenaires de la paix dans cette région, à savoir l'autorité palestinienne, les pays arabes avoisinant la Palestine et Israël, pour les obliger à rentrer dans une logique de négociation. Mais le soutien que Emmanuel Macron avait apporté à Abdel Fattah Sisi, c'était justement pour qu'il y ait une alternative arabe à cette fameuse théorie de transfert des Palestiniens proposée par Donald Trump et bruyamment applaudi par Benjamin Netanyahu, parce que ça correspond exactement à ce que l'extrême droite israélienne rêve de faire sur le terrain palestinien. Alors justement, interrogé sur le projet de Donald Trump d'en faire la Riviera du Moyen-Orient, Emmanuel Macron a martelé que la bande de Gaza n'est pas un projet immobilier. Pourtant, en ce moment même, Israël continue de s'emparer de larges zones dans la bande de Gaza. Oui, et c'est dénoncé tous les jours dans tous les forums internationaux arabes, je n'en parle même pas, mais européens, parce que les Européens refusent cette politique du fait accompli, cette possession forcée des territoires, que ce soit à Gaza ou ça soit à Ramallah. Et les Européens sont en train de confectionner une position commune sur cette question pour justement demain tenter de l'imposer à l'administration américaine. Les Européens et Emmanuel Macron savent très bien que les clés de cette crise, entre guillemets, entre Israéliens et Palestiniens ne se trouvent pas à Tel Aviv, ne se trouvent pas entre les mains de Benjamin Netanyahu. Elles se trouvent entre les mains du parrain américain. Si demain, Donald Trump siffle la fin de la partie, si demain il dit nous avons besoin d'un cessez-le-feu, nous avons besoin d'une négociation politique, nous avons besoin de faire baisser la tension, aucun dirigeant israélien ne dirait non à Donald Trump. Donc toute la démarche des Européens actuellement est bien sûr soutenue par la communauté arabe, les pays du Golfe, et l'Égypte et les pays voisins, c'est d'essayer de former un front unis, européens et arabes, pour pouvoir parler avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de crédibilité, beaucoup plus de fermeté aussi aux partenaires américains, à l'intérieur des Nations Unies, avec bien sûr le soutien de tous les pays qui sympathisent avec la cause palestinienne, à l'intérieur des Nations Unies, pour imposer une solution politique à cette guerre qui devient très très inutile et très arbitraire, comme le montre le nombre de victimes civiles quotidiens de l'armée israélienne. Alors, Israël a repris ses bombardements dans la bande de Gaza le 18 mars, mettant fin à une trêve de 2 mois avec le Hamas. Comment expliquer une telle violation du cessez-le-feu par Israël, en toute impunité, on peut le dire, sans subir aucun coup de pression de la communauté internationale? Alors, en parallèle, peut-on imaginer le cas contraire, à savoir si le Hamas avait violé le cessez-le-feu? Quelle aurait été la réaction de la communauté internationale? Si le Hamas avait violé le cessez-le-feu, il y aurait une réaction épidermique très très violente de la communauté internationale, parce que ça aurait été le crime le plus abject qu'aurait commis dans ce bras de fer. Pour revenir aux Israéliens, pourquoi Benjamin Netanyahu maintient cette logique de guerre et de l'affrontement? Moi, à mon sens, c'est pour 2 raisons. La première, c'est que c'est une fuite en avant, parce que la paix, le cessez-le-feu, ne sert pas à l'intérêt de Benjamin Netanyahu. Si demain il y a un cessez-le-feu et une paix et une stabilité et un compromis politique entre Palestiniens et Israéliens, ou Israéliens et Arabes, la première des choses que l'opinion israélienne va demander à Benjamin Netanyahu, c'est d'essayer de lui demander l'interpeller sur ses propres responsabilités dans cette escalade, sans parler des problèmes de corruption qu'il affronte depuis des années. Ça, c'est le premier facteur, à mon sens, qui explique pourquoi Benjamin Netanyahu entame ce qu'on peut appeler la politique de la terre brûlée
et attaque de manière régulière Gaza et ne veut pas de cessez-le-feu. Le deuxième paramètre qui n'est pas moins important, c'est que depuis l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche et depuis les positions extrêmement solidaires avec Benjamin Netanyahou et l'extrême droite israélienne en général, formulées par Donald Trump et son équipe, le gouvernement Netanyahou s'est senti pousser des ailes, ne voit aucune dissuasion lui venir de Washington ou de la Maison-Blanche et se croit les mains libres pour entamer toutes les politiques qu'il veut, y compris celle de continuer la guerre, y compris celle de s'emparer des territoires de force de Gaza et de Ramallah, une partie de la Cisjordanie. Donc, ils se sentent libres. Il n'y a plus aucun frein à ce désir de guerre et à cet appétit de territoire, de géographie. Ce sont, à mon sens, deux éléments qui expliquent cette attitude très guerrière de Benjamin Netanyahou. Eh bien, merci infiniment, Mustapha Tossa, pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes analyste politique et éditorialiste. Merci.